Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi et téléphone c'est même mercredi, Danick. Hein? Nous sommes mercredi. Ah, jeudi, mercredi. Ah, Oui. ben, jeudi, mercredi. Mais aussi, Céline, dis-moi ça. Et nous allons recevoir donc Monsieur Cérem tout à l'heure. On va recevoir aussi Naomi, la chocolatière attendue depuis hier. Je pense qu'elle est déjà là. Et puis, on va recevoir enfin Muriel Boisbal-Palme, qui est l'auteur de cet ouvrage Au cœur du coaching en Guadeloupe, avec elle on va savoir un petit peu comment coacher les gens qui travaillent dans ce pays. Sinon, l'actualité, c'est Céline. Céline, bye la voix. Dans les titres de ce mercredi 16 décembre, faire reculer le VIH aux Antilles-Guyane, c'est l'ambition du projet Interreg VIH. Plusieurs actions ont été mises en place dans le cadre de ce programme. Le projet est arrivé à son terme désormais. Le bilan a été fait ce matin au CHU. Nous entendrons donc un petit peu les enseignements de ce projet. Et puis nous en parlions hier, Danick, avec ce tweet de Memona et Interman que nous avons évoqué. Patrick Caram, le président du CREFOM, dénonce à son tour l'absence des Outre-mer dans les médias nationaux. À l'occasion des régionales, nous entendrons le coup de gueule de Patrick Caram. Et puis, nous allons aussi faire un tour dans les coulisses des répétitions du spectacle dont nous allons parler dans quelques minutes. En fait, on va commencer par ce sujet pour donner un petit peu le temps. Tout à fait, donner le là de cet opéra. Un opéra guadeloupéen qui sera à l'archipel ce week-end, vendredi, c'est ça? Ou samedi? Samedi à l'archipel. Oui, samedi 19. Samedi 19 à l'archipel. On va voir tout de suite quelques images, mais auparavant, on va saluer M. Romuald Cérem. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Danick, bonjour Céline. Merci d'être venu nous présenter ce spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est réellement ce Alors, Kalouchi Opéra, c'est encore un challenge. C'est une demande de Monsieur Farid Abdelaziz. Et il m'a dit moi que classique là quand je viens de le Goka. Et je lui ai dit, longtemps pas dans cette danse classique, et puis on a présenté un professeur de danse classique qui dit, mais non, c'est moins bizarre. Alors de là, en point challenge là, on dit, bon, si le classique rencontre le Goka, on a fait un Kalouchi Opéra, qui veut dire Kalouchi Opéra, donc attends, opéra, c'est opéra, et Kalou, c'est Kalouchira, qui veut dire non à la Guadeloupe avant d'arriver à Christophe Colomb, non amérindien. Alors, on dit attends opéra, on dit un travail non, Kalouchi Opéra, qu'on le bol choy. Et à partir de là, on fait Kalouchi Opéra, voilà. D'accord. Donc je propose qu'on parte dans les coulisses justement des répétitions. C'était hier au Centre Sonis, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, on regarde. Ça s'appelle Kalouchi Opéra. Kalouchi Opéra, on entend opéra. Et Kalou qui veut dire Kalouchira, c'est le nom amérindien de la Guadeloupe, avant l'arrivée de Christophe Colomb. Dans ce spectacle, il y aura de la danse classique, de la danse moderne, de la danse traditionnelle et de la danse africaine. Et à partir de là, et par rapport à la diversité guadeloupéenne, ce qu'on est, africain, européen et indien, il y a tout ce mélange, pour construire, enfin on a eu cette opportunité pour créer un opéra guadeloupéen à partir de là, avec des chanteurs lyriques comme François Landrezo et Lydia Barlagne et des musiciens comme Joël Larochelle. 20 danseurs, 15 femmes, 5 hommes. Alors, on a des danseurs classiques, comme M. Xavier Chasseur-Daniel, c'est un vrai danseur classique, et les autres ont pris, comme tous les danseurs modernes, ont pris des cours de classique. Ils ont des bases classiques. Et ensuite, on a des danseurs traditionnels comme Ludovic Bibéon, aussi moderne en même temps, et danse africaine. On a Octavia Miranda, on a Tania Jovial, qui formation classique avec Lydia des Hauteurs. Alors moi je suis la reine de l'Afrique, voilà, voilà mon rôle. Donc je suis censée tomber amoureuse ou être attirée par le roi de l'Europe, voilà, le prince de l'Europe. Et donc voilà, donc il y a une histoire d'amour entre nous deux, donc la rencontre entre les deux peuples, les deux continents. Voilà, c'est pas facile comme rôle, mais bon, parce que c'est pas... Alors moi ce qui était difficile pour moi, c'est le fait que je suis désolée, mais je n'ai jamais fait du traditionnel. Donc il fallait allier classique, traditionnel et donc voilà. Mais sinon c'est super intéressant parce qu'effectivement, allier ces deux danses qui sont opposées tout en étant complémentaires, c'est vachement bien, effectivement. Et puis le rôle voilà,
tomber amoureuse du prince, du roi. Donc c'est super sympa, voilà. Alors, au mieux, expliquer-nous petit point des 4 mois là, qui sont arrivés à ça, parce que là, on va faire un mélange entre opéra, son butin classique européen, et Gouka, qui sont butin totalement guadeloupéens. On sait que quand c'est venu, tout le déjà essayé de faire un butin comme ça aussi. Est-ce que quand il a une petite mode de l'opéra K? Alors, bon, déjà, Gouka, c'est déjà musique classique à nous, danse classique à nous. Oui. Et, mais il ne faut pas oublier que nous avons une diversité ici dans des peuples qui veut dire nous mélangeons. Nous sommes des sans mêlés qui veut dire européens, africains et les indiens. Et aussi caraïbes, amérindiens. Oui. Et c'est pourquoi nous Kaluchira parce que c'était un hommage aux premiers habitants à El Lassa. Et parce que Farid m'a dit moi, je veux la naissance, la rencontre et le bonheur, premier tableau. Alors imaginez que j'ai un pays latéri, il vioge là ça avant d'arriver à Christophe Colomb et qui est un jardin édénique quoi. Et à partir de là, en fait deux espèces de plantes différentes, qui veut dire ça peut être l'Orient, l'Occident ou bien africain, européen. Et pour deux peuples là, ça, deux espèces là, ça joignent et puis au mélanger yo. Et de là, on va trouver une sorcier qui ne veut pas c'est ça mélanger yo et qui a séparé des espèces de plantes là ça, des espèces de humains là ça qui veut dire l'Afrique et l'Europe. Et à partir de là, il y a un drame qui est venu après deuxième tableau. On peut pas raconter tout puisque on a découvert petit point. Et du point de vue musical alors musique là on prend la partie musique Gouka, mais est-ce qu'on mettait petit point musique opéra européen? Oui, au début quand vous venez qui opéra européen, on y a aussi petit point musique africain. Musique africaine pour faire rencontre là, on peut trouver Valkyrie, on peut trouver Weber et au début effectivement on peut trouver classique voilà. Et comment ça s'est passé un petit peu aussi de la rencontre de ces danseurs qui ont des parcours différents, donc comme Xavier Chasseur, on sait qu'il a une formation très classique à la base, et d'autres qui sont arrivés avec leur bagage plus base danse traditionnelle. Alors est-ce que par exemple quand on les regarde sur scène, on voit qui a plus une formation classique, qui a plus une formation traditionnelle, ou vraiment ils sont tous voilà, il y a une sorte de moyenne qui a été faite entre tous et ils sont mélangés parfaitement au fait, au final. Parfaitement, oui, avant que ça soit parfait, il y a du travail. Et aussi, il faut croire en ce que nous sommes, dans la mesure où étudier un petit peu la petite bourgeoisie créole, peut-être des années 1800, 1900, ça veut dire que t'es des blancs, t'es bien ensemble des nègres, et quand des nègres, t'es bien ensemble blancs. Et t'es nous échange, à partir de là, et à partir de base classique là, on a fait manier créole là entre dedans et pour puis en identité de sanouiller quoi. Manière indienne là, manière africaine là, européenne là. Et ça c'est pour ça nous pour qui conquête te dit que nous c'est des 100 mêlés. Et à partir de là, on fait lienage là ça et puis bail résultat là ça c'est ça nous y est normalement. Mais justement c'est Tania je crois la danseuse qui disait qu'elle avait jamais trop pratiqué la danse traditionnelle et donc elle a appris comme ça en fait au fil des répétitions. Comment ça s'est passé parce qu'on ou ça a été un petit peu improvisé? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que on a des barrières dans la tête. Bon, nos corps, il y a une inscription dans le corps. Mais en même temps, il y a des barrières qui sont dans la tête. Et on a peur d'être ça, alors que nous tous c'est ça. Alors, je lui ai expliqué un peu la philosophie de l'Amérindien, de nous, quoi. Et pour faire comprendre que il n'y a pas de barrière. Tu peux pénétrer dans la gestuelle de l'Europe comme dans l'Afrique, parce que tes parents le sont. Parce que bon, on se met des clichés dans la tête. Et puis c'est des barrières, et puis une barrière va rien. Mais là, il faut se libérer. Il faut se libérer de tout. Alors ils y sont parvenus. Voilà, c'est ça. Ils seront combien sur la scène samedi? Ils seront 20 danseurs. Oui. Alors quels sont les personnages, puisqu'on n'a pas eu le temps de tout voir dans la répète, là, mais quels sont les personnages qui sont mis en scène? Alors, les personnages.
Comme danseur ou chanteur? Oui, enfin, ils représentent qui, enfin, qui est qui? Pas leur nom enfin, sur la scène, quoi, je veux dire. D'accord. C'est-à-dire que comme il y a deux espèces de plantes différentes, deux espèces de peuples différents, mais qui sont mi-plantes et mi-humains. D'accord. Et à partir de là, au début, ce sont des plantes. Ensuite, ils se transforment pour devenir humains. D'accord. Et à partir de là, Les hommes comme les femmes. Hommes comme femmes. Ils se mélangent, ils se rencontrent comme les espèces le font. Et bon, à présent, Ils deviennent hybrides alors. ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ils deviennent hybrides, ouais. Et ensuite, c'est-à-dire que quand les espèces de plantes se rejoignent, les gens se rejoignent, ils font comme si c'était un village, ils font des échanges. Oui. Il y a un sorcier qui ne veut pas. Mais heureusement, il y a deux êtres qui s'aiment trop. Ils refusent cette séparation. Ils veulent rester unis. Et c'est de là part aussi qu'il va se passer le drame, qu'il faut la guerre, la mort et la souffrance après. Et ensuite, au troisième tableau, il y aura la renaissance. Justement, au niveau du travail, comment ça se passe un petit peu en tant que metteur en scène? Donc, vous avez des danseurs, un fil directeur. Comment vous parvenez en fait à donner naissance à tout ça? Est-ce que, par exemple, au niveau de la chorégraphie, ça évolue à mesure des répétitions, avec les danseurs aussi qui apportent chacun leur vision des choses, leurs idées? Ou est-ce que vous êtes vraiment le chef d'orchestre? À la base, ouais, je suis assez chef d'orchestre, mais j'écoute quand même les danseurs quand ils me proposent quelque chose, je reste ouvert. C'est-à-dire que bon, j'ai fait des recherches un peu sur l'opéra, les opéras genre opéra Pékin, opéra de Pékin, opéra de la Russie, parce que j'ai pris un peu de partout pour avoir quelque chose qui ne ressemble pas trop aux autres. Alors, j'ai pris un peu de la Russie, ou de danse de caractère, comme le caractère incident par rapport au soleil. Et ensuite, opéra de Pékin, parce que opéra de Pékin, ça revient de la rue. Ensuite, c'est d'après les artistes qui se rejoignaient sur un marché, tout ça. Et ils ont créé l'opéra. Et moi, je pense aussi, en regardant l'opéra des États-Unis, des Américains, avoir des bras, tout ça, imaginaire, comptario. Moi, je crois qu'on peut créer notre opéra ici. Par rapport aussi à Saint-Georges, Chevalier Saint-Georges qui fait incident et puis après ça, il fait Bitenhaï. Et voilà quoi, je crois qu'on peut créer notre opéra avec On pèse la qu'on pèse en bas. Et l'histoire de la Guadeloupe, ce qui s'est passé avec les flibustiers, tout ça, Jean Yoffet. On peut faire un tas de choses en Guadeloupe. Voilà. Il y a de la matière. Oui. Enfin, il y a de la matière pour ça. Et donc, cette pièce, on va la voir à l'Archipel ce samedi. Et après, est-ce qu'elle va tourner? Est-ce qu'elle est exportable? Elle est exportable. Mais c'est du lourd. Il y a beaucoup de personnes. Ouais. Il y a 20 danseurs. 7 musiciens, artistes musiciens, qui veut dire, il y a François Landrizo qui est très lyrique pour nous faire l'opéra vraiment, qu'on nous connaisse l'opéra. Il y a Lydia Barline. Moi, je crois que pour revenir, pour faire tourner, c'est très difficile de faire tourner ce genre, même en Guadeloupe, parce qu'on fait toujours une date. Oui, jouer ça qu'à l'Archipel. Vous ne pouvez pas penser, je veux par exemple au Moule où il y a aussi une salle, enfin Oui, même au Mémorial par exemple. On peut jouer au Moule, mais c'est très cher parce que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de ça demande beaucoup. C'est pas facile. Oui. Les portes ne sont pas vraiment ouvertes pour les artistes. Ces manœuvres nous rapporter pour nous, pour nous proposer au pays que on a le potentiel et la qualité de faire du bon niveau, du haut niveau qui ressemble aux autres nations comme Cuba, comme Brésil. Moi, je pense qu'on peut le faire. Mais c'est très difficile. Il faut que ce soit moins cher. Oui. Que ce soit moins cher pour les artistes. Parce que c'est très difficile. Parce que, bon, moi, je trouve que nous sommes en gens malades, quoi. Parce que pour faire des engagements comme ça, et puis avoir un musée, et puis on n'a pas qu'à comprendre le travail là, qu'on va faire là. Et voilà, quoi. Et pourtant, on travaille pour la Guadeloupe. Céline, le dernier mot. J'avais plein de questions en tête, mais je les ai oubliées. Non, quand vous parliez de Cuba, justement, par rapport aux artistes, quand vous disiez qu'ici c'est difficile, par exemple, les artistes cubains, enfin, on sait qu'il y a pas mal en formation classique aussi, ils sont pas mal du tout à Cuba, mais qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui est plus dur ici par rapport à Cuba? Ça veut dire qu'il y a plus de scènes, ça bouge plus, il y a plus d'énergie ou... T'as vu que Cuba, c'est une nation, Cuba, c'est un grand pays. Et nous, c'est pas pareil. Ça veut dire que... Parce que là, c'est la politique culturelle dont on parle. Mais justement, il n'y a pas de politique culturelle.
On trouve une politique culturelle en Martinique, mais pas en Guadeloupe. Nous, on fait le maximum pour pouvoir faire quelque chose. Nous, on fait sans sortir en roche. Pour nous dire, voilà, nous là, nous avons existé, nous avons proposé. Parce que, bon, moi... Parce que, par exemple, ce spectacle, comme vous disiez, il y a une date pour l'instant, mais j'imagine qu'en tant que metteur en scène, vous rêvez de l'emmener ailleurs, cette création Ça veut dire que j'ai fait Tilolo 67. J'ai attendu un retour, j'ai pas eu de retour. Du coup, l'année qui venait d'après, j'ai dû créer un autre spectacle. Ensuite, c'est pareil, ça ne tourne pas. C'est très difficile, oui, au mieux, c'est très lourd. Il faut 5 personnes. Tu fais une création de 5 personnes? Non, on ne peut rien faire pour toi. Alors, le circuit, il est fermé. Il est très fermé. Donc, c'est one shot, c'est juste un spectacle terminé? Oui, terminé. C'est ça le problème. C'est dommage, ça. Ouais, pas ni mon. Vous travaillez combien de temps pour faire ça? 4 mois. 4 mois, ça fait 9 mois. Et puis après, on fait un spectacle? Un spectacle. Ouais. Alors, viens voir. Parce que... Oui, non, ah ben oui, c'est samedi ou jamais, de toute façon, pour l'instant. Pas ni bissé répétita, Alors, mais ça veut dire que pas ni tourneur résident, pas ni... Mais le CEDAC a quand même fait des tournées ici, d'après ça, on comprend. Oui, le CEDAC, mais le CEDAC, c'est 3 personnes qui ont fait. Parce que moi, en démarche, moi, j'ai fait le contraire, parce qu'on veut pas... artistes en nous, étaient comme zombies, il y a une toute potentiel là, il y a un casa, il y a regardé télé, il faut exprimer en Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'on monte dans danseur, puis vous voyez, parce que c'est qu'on n'a pas été frustré, parce que c'est qu'on n'a pas des cours de danse toute vie à eux, et puis il ne peut pas exprimer eux. Et voilà quoi. Et c'est pourquoi on a fait toute une population danser. Mais normalement, on fait nous descendre dans la rue là, danser, bas, Guadeloupe en vie. Et pas arrêter spectateur. Normalement, fait nous qu'on a qui fait. Tout le monde est spectateur, mais après tout le monde est acteur. Et fait nous comme ça en pays là, fait nous acter un pays là. Ok. Eh bien, rendez-vous samedi à partir de 8h? Oui, rendez-vous samedi. Venez regarder l'émerveillement, venez regarder sublimation à spectacle. On va encore afficher là, peut-être pour le monde qui pas vrai. Voilà. Kalouche Opéra. Kalouche Opéra, samedi à 7h de soir. En disant l'archipel. Et c'est que c'est le spectacle là. Voilà, pour l'instant. Peut-être que. Si on fait un débat, si les politiques, c'est dans l'argent là, les mécènes, venez voir le spectacle là, ils auront un message, ils auront fiers des autres, ils auront fiers de la jeunesse guadeloupéenne. Merci d'être venu. Merci bien, merci Dani. Merci Céline. C'est là pour nous tourner en page publicité, puis à notre petit moment, on va retrouver Céline pour toutes les 4 mois journal là. Nous, voici toujours ZCL et c'est Canal 10. – 06 dans le ZCL et on continue avec l'information, faire reculer le VIH aux Antilles Guyane. C'est l'ambition du projet Interreg 4 VIH. Plusieurs actions ont été mises en place dans le cadre de ce projet de santé publique. Le programme est arrivé à son terme désormais. Le bilan a été fait ce matin au CHU. Yanis Péquigno était sur place ce matin pour Canal 10. Le projet Interreg Caraïbes 4 sur le risque viral VIH nous a permis de développer toute l'activité de médecine de la reproduction en contexte viral VIH. Alors l'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge les patients qui sont porteurs, les couples hétérosexuels porteurs du virus du VIH, que ce soit la femme ou l'homme ou les deux, et de façon à ce qu'ils puissent avoir un projet parental avec un enfant sans risque de contamination de la ou du partenaire. Ça a été aussi l'amélioration en Martinique du laboratoire de virologie avec la mise en place d'une plateforme de séquençage capillaire pour l'amélioration de l'étude des résistances au virus, des médicaments au virus. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de migration et ce virus, s'il est résistant, il se transmettra. Donc il faut vraiment avoir cette surveillance des résistances au traitement. Ça a apporté également des mises en réseau d'équipes de la Guadeloupe, avec Haïti, avec la Dominique, de Saint-Martin avec la Dominique, de réseau également de Saint-Martin avec les petites îles autour, pour améliorer la prise en charge de patients et améliorer également la surveillance des résistances.
On a pris plus de 20 couples en charge, on a eu 5 enfants qui sont nés, il y a une grossesse en cours, donc voilà, ça commence bien. Un autre volet qui est extrêmement important, c'est de mieux connaître notre épidémie par des enquêtes de grande envergure qui n'ont pas jamais été faites auprès de personnes vulnérables. Ces mêmes enquêtes du type qui avaient été utilisées dans la Caraïbe ont été réalisées grâce à des chercheurs qui sont dans nos DFA. Donc il y a une association de ces chercheurs avec des associations pour analyser les besoins de groupes vulnérables dans nos DFA et à Saint-Martin. Et ces grandes enquêtes ont été analysées, elles ont été complétées par des études qualitatives et les besoins qui sont sortis de ces enquêtes ont été l'objet dans un projet d'extension, toujours de ce projet Interreg, de mise en place de projets avec les associations. Et demain, on a la restitution de ces projets associatifs. Il y aura 20 projets associatifs qui sont présentés par 14 associations des DFA et de Saint-Martin qui ont participé au projet. L'UNSA Éducation est inquiète. Vendredi, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, a annoncé la répartition académique et au niveau national des quelques 6600 créations de postes d'enseignants pour la rentrée 2016. Eh bien, la Guadeloupe, une fois de plus, ne bénéficiera pas de ces nouvelles dotations et elle va même en perdre 35 postes en moins dans le second degré. Écoutons les réactions de Gustave Biram, il est secrétaire général de l'UNSA Éducation Guadeloupe. Donc 6639 postes de créés dans l'éducation nationale. Ceci au niveau national. Ça fait 8 ans que nous, en Guadeloupe, par contre, nous subissons des suppressions de postes. Lorsque on supprime des postes au niveau national, on supprime des postes pour nous. Lorsqu'on crée des postes au niveau national, on supprime des postes pour nous. Cette année, c'est 35 postes que nous allons perdre. Pour la rentrée 2016. Pour la rentrée 2016. Alors que, dans le même temps, nous avons une réforme des collèges qui forcément va nous demander un surplus de postes. Donc ce sont à la fois des enseignants qui sont en danger, ce sont des contractuels qui sont en danger, c'est l'école qui est en danger. Ce sont des élèves qui n'auront pas leur nombre d'heures de façon suffisante et ce seront donc des casse-têtes dans les emplois du temps. Alors comment la ministre peut justifier que la Guadeloupe soit un tel parent pauvre de l'éducation ? Eh bien, c'est exactement ce que nous ne comprenons pas. Parce qu'en principe, ils ont mis des critères sociaux. Ces critères sociaux qui devraient nous avantager. La Guadeloupe est un des départements, une des académies où en fait il y a le plus de problèmes. C'est peut-être le département où le taux de chômage est le plus important. C'est peut-être le département où on a le plus d'élèves boursiers. Or, ces critères sociaux qui sont fixés à 40 pour l'Académie de Guadeloupe sont fixés à 200 pour d'autres académies. Donc, nous ne comprenons pas. Et c'est pour ça que, forcément, avec l'intersyndical, avec l'UNSA, nous sommes en train de réagir et nous essayons de voir comment faire pour effectivement récupérer ces postes dont nous avons absolument besoin pour la prochaine rentrée scolaire. Voilà, donc longtemps annoncé, mais enfin voilà, elle est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Muriel Boisse-Balbalme, l'auteur de Au cœur du coaching en Guadeloupe. Bonjour Madame Boisse-Balbalme. Bonjour. Alors cet ouvrage, on le lit, on a quand même un petit malaise. On a comme l'impression qu'il est difficile de diriger en Guadeloupe. De coacher, alors il faut beaucoup de coach pour diriger quelqu'un dans l'emploi en Guadeloupe. Alors il est vrai que ça a été l'un des objectifs premiers de ce livre, c'est véritablement parce que j'ai effectivement identifié des problématiques récurrentes en Guadeloupe, notamment un rapport au travail qui est particulier, qui n'est pas pire ou meilleur qu'ailleurs, mais qui est le nôtre. Et donc, effectivement, il y a du travail pour accompagner les acteurs. Il y a du travail sur le travail. Il y a du travail sur le rapport au travail, en tout cas. Oui. Ouais. Et aussi sur le rapport, hiérarchique. Est-ce qu'on peut dire, je pose la question, que le Guadeloupéen refuse la hiérarchie du Guadeloupéen ? Alors, de manière générale, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que tout le monde fonctionne de la même manière. Bien sûr. Mais effectivement, on peut remarquer, en tout cas dans les situations, problèmes qui m'ont été amenés par certains managers, qu'ils éprouvent en tout cas des difficultés à se faire obéir dans les activités quotidiennes
parce qu'il y a ce regard et ce rapport au travail qui est particulier, qui fait que bien un ordre peut être perçu comme, voilà, comme une mise enfin un peu comme à l'esclavage. En fait, on remonte un petit peu à... C'est toujours les séquelles de l'esclavage. Comme on dit, les chaînes ne sont plus dans les pieds, mais sont restées dans les têtes. Alors, ça se fait vraiment de manière inconsciente. C'est-à-dire que c'est resté tellement dans nos pratiques, dans nos modes de fonctionnement, oui, qu'on n'y prête plus pas forcément attention et qu'on les transmet de génération en génération. Et ça continue quelque part à fonctionner. Céline. Mais est-ce que c'est pas aussi générationnel, cette idée de... Avant, on sait que le management était très hiérarchique, ça faisait la pyramide, en haut il y avait quelqu'un, et puis ainsi de suite, N plus 1, etc. Et aujourd'hui, les jeunes, on parle des générations Z, Y, et qui en fait... conçoivent pas du tout en fait ce management hiérarchique, mais plutôt la collaboration, le travail d'équipe. On les motive pas en leur donnant un ordre, mais en les motivant sur des projets qui leur plaisent. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec cette approche-là? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une approche qui est de plus en plus préconisée par les personnes, les observateurs, les personnes qui s'intéressent de plus... La fin des managers, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, ça serait vraiment... Le petit chef. Non, de ne plus avoir de manager. Ça, oui, c'est vraiment l'entreprise idéale vers laquelle on essaie de tendre, mais on en est encore très loin. Oui. Mais ce sont en tout cas les observations et les expériences qui ont été développées dans certains pays, dans certaines entreprises aussi en France métropolitaine, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas encore... On n'y est pas encore. Mais c'est vrai, oui, je suis assez d'accord avec vous, que peut-être que les plus jeunes aussi sont dans cette dynamique-là. Mais ils aiment bien aussi, comme on leur apprend à l'école, alors c'est vrai qu'ils font des études assez poussées, et on leur apprend un peu qu'ils sont l'élite, en fait, ils sont assez diplômés. Donc c'est vrai que quand ils arrivent aussi dans l'entreprise, ils ont envie d'intégrer un poste à responsabilité très rapidement. Alors, je prends, puisque ce sont des choses qui sont dites souvent ici et que nos téléspectateurs vont identifier. Nègre pas à commander nègre, ou encore le traditionnel comploit nègre, comploit chien, etc. Comment, en tant que coach, vous luttez contre ce type, j'ai envie de dire, de référence culturelle, enfin, je dis entre guillemets référence culturelle. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut que la personne en soit consciente. Oui. Est-ce que c'est le cas ? Ce n'est pas tout le temps le cas, mais mon travail aussi, si j'identifie ce type de problématiques et de croyances, entre guillemets, bien j'essaie d'amener la personne à voir les choses de manière différente, déjà d'en avoir conscience et de voir qu'est-ce que ça lui enlève dans sa manière de travailler et qu'est-ce que ça lui apporte aussi. Qu'est-ce que ça cache derrière des manières de penser de cette façon-là. Et à partir de ça, si la personne en est consciente et a envie de travailler dessus, je l'accompagne à voir de manière différente. Et les résultats sont probants, quelquefois? Alors les résultats, oui, heureusement pour mon métier, effectivement, les résultats sont probants. Alors, est-ce que, en tant que coach, est-ce que vous accompagnez seulement en fait des cadres, des dirigeants, ou est-ce que vous accompagnez aussi des gens qui veulent développer leur carrière, qui ont besoin d'être accompagnés pour se fixer des objectifs et les atteindre? Alors parmi les gens que vous accompagnez, qu'est-ce que vous avez un petit peu comme profil? Absolument. Alors au départ, le coaching avait été créé en situation, enfin dans le milieu professionnel pour les cadres et les dirigeants. Et après, effectivement, donc il s'est déployé à tous les niveaux hiérarchiques et il m'arrive très fréquemment de recevoir des employés, quel que soit leur domaine d'activité ou leur niveau hiérarchique. Ces personnes souhaitent que je les accompagne effectivement sur un projet professionnel, un projet de développement de carrière. Et puis ça peut être aussi une relation à l'autre, une relation difficile avec un hiérarchique. Parce que comme je le dis souvent, on peut se changer, on peut effectuer une démarche de changement sur soi, mais on ne peut pas changer l'autre. Donc ce que l'on peut développer lors d'un accompagnement de relation avec son hiérarchique, c'est sa manière de percevoir le problème et c'est sa manière d'appréhender la relation à l'autre. Alors quel est l'outil principal pour sortir de ce que vous appelez le triangle dramatique, le fameux triangle dramatique? Oui. C'est uniquement le dialogue, la mise en situation ou alors la dramatisation de la situation? Comment vous faites? Alors déjà, la première chose à identifier lorsqu'on est dans un triangle dramatique, c'est déjà l'émotion que l'on perçoit. Si on éprouve un malaise
dans un entretien, dans un échange avec une personne, c'est qu'il y a probablement un triangle dramatique. Alors, il faut peut-être expliquer oui, ça. parce que moi, je m'interroge depuis tout à l'heure, je pense au triangle des Bermudes, mais le persécuteur, ça ne doit pas être la la même victime chose. et le sauveur. Il y a de côté le persécuteur, il y a la victime, donc c'est toi, et le sauveur, c'est moi. Ah, Dani, j'en étais Non, sûre. tant que vous riez, ça va, Vous avez c'est pris qu'il le y a beau pas- rôle Voilà, comme on est dans le d'habitude. triangle dramatique. Là, voilà. Alors, comment on s'en sort? Voilà, c'est ça le triangle dramatique. Voilà. Donc, le triangle dramatique, c'est un outil qui permet à une ou deux personnes d'identifier que la relation est en train de virer au conflit. Au voilà. drame, quoi, Voilà, pratiquement. bon, presque au drame. Voilà. Donc, à ce moment-là, pour qu'il y ait triangle dramatique, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Oui. Donc, une personne qui se positionne alors, de manière plus ou moins inconsciente, on le fait de manière presque automatique, qui se positionne soit en victime, soit en persécuteur ou soit en sauveur. Donc le persécuteur, c'est plus celui qui va, alors dans situation d'entreprise, qui va employer, enfin, qui va développer une posture condescendante, qui va toujours être dans la critique, qui va essayer de piquer là où ça fait mal, et pour qu'il puisse. C'est proche du harceleur. Oui, alors le harceleur, ça a déjà dépassé, c'est un autre niveau. Ouais, d'accord. Mais pour qu'il y ait persécuteur, il faut qu'il trouve une victime. Il faut que la personne aussi en face accepte c'est ça, de manière exactement. inconsciente. La Voilà. victimisation. Donc va se plaindre, va baisser un peu, courber un peu les chines, voilà. Et Intervient le sauveur. intervient le sauveur à qui on n'a rien demandé, surtout. Oui. Avec sa cape et son masque. C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est souvent la personne à qui on n'a pas demandé de venir sauver qui que ce soit, parce que pour éviter qu'il y ait d'endosser ce rôle, il faut attendre qu'on vous ait sollicité pour intervenir, que vous ayez la compétence pour traiter le sujet. Et puis surtout en avoir envie, parce qu'on entend souvent « Ah bah si j'avais pas été là, qu'est-ce qu'il aurait fait ou qu'est-ce qu'elle aurait fait ?» Bah, tout ça, c'est pour pouvoir aussi, en retour, obtenir ce qu'on appelle un cadeau, une situation qui fait qu'il le conforte dans sa croyance et dans son scénario de vie. Alors, est-ce que de votre point de vue, dans la société guadeloupéenne, au regard de ce que vous avez fait en tant que coach, vous avez le sentiment que les conflits sociaux qui ont été souvent très nombreux ici et très durs pourraient être évités avec un bon coaching? Ah non, je dirais pas ça. Non, j'aurais pas cette prétention-là, mais en même temps, quel que soit le coach, hein, mais je pense que ça va au-delà de ça, et que quand on arrive déjà au conflit, c'est qu'il y a des choses, c'est que voilà, et puis la négociation, les échanges, il y a plein de paramètres qui font que quand on en arrive à une situation qui peut être bloquante. Et là, le coach ne peut plus intervenir. Ah là, ça dépasse. Alors, ça peut être du coaching. Non, effectivement, non. Là, je pense franchement que le coach ne veut pas C'est même intervenir. plus de la médiation non plus. Ça va plus loin. Oui, je pense qu'un médiateur peut intervenir. Je pense qu'il aurait son rôle à jouer. Oui. Mais peut-être, alors là où le coach pourrait intervenir, c'est plus de manière individuelle pour que les personnes dans cette situation de conflit ouvert puissent se rendre compte de leur posture, de la manière dont elles communiquent, Oui. et qui pourrait empêcher d'atteindre justement l'objectif et la solution commune. Oui. Alors, je dois rappeler, premièrement, le titre de l'ouvrage « Au cœur du coaching en Guadeloupe ». Donc, c'est bien adapté à notre réalité culturelle, mais surtout, et ça, je voulais demander de me dire deux mots là-dessus, c'est que vous avez fait pratiquement des exercices, un cahier d'exercices à la fin. Oui, effectivement, j'ai proposé des fiches pratiques. Des fiches pratiques, oui. Pas pour dire au manager ou au lecteur ce qu'il doit faire, mais pour qu'il puisse expérimenter lui-même, parce que je pense que rien ne vaut... Recul aussi sur prendre sa du recul, situation. tout à fait. Prendre du recul, alors lire, et puis voir, ça je le dis aussi au début, ce qui lui parle, et puis ce qu'il a envie de mettre de côté, parce que pour l'instant, ça ne correspond pas à sa situation, puis ça ne lui dit rien du tout, et puis le reprendre ou pas. Et puis vraiment, pour moi, c'est vraiment... il faut que ce livre-là vive. Tout à fait. Une dernière question qui vous concerne toutes les deux. C'est la fiche numéro 9. La fiche numéro 9 qui m'a interpellé, le leadership au féminin. Oui. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Oui, voilà. Alors, c'est comment... Eh bien, c'est nous, Danick. Oui, d'accord. Je reste le sauveur. Alors, c'est comment une femme peut diriger
surtout une équipe composée d'hommes, Oui. sans avoir à oublier, à nier ce qu'elle est vraiment, son identité féminine. Oui. Voilà, c'est ce que j'explique un petit peu, Et comment c'est ce que être vous faites femme. le plus C'est ce que souvent. c'est ce que je fais Que vous effectivement. pratiquez au quotidien. Voilà, tout à fait. En tout cas, Muriel Boissal Palme, je vous remercie d'être venue. Merci enfin, beaucoup. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage qui est indispensable à tous les managers. Donc, je prendrai. Vous en êtes, Danick. Oui, bien sûr, pour vous sauver. Et J'y compte bien. ouvrage paru aux éditions Jazor, en vente dans toutes les bonnes librairies. Pas de signature ces jours-ci, non? Non, pas pour l'instant. Pas pour Donc, l'instant. les signatures sont déjà passées. Ils sont mais déjà bon. passés. Bon, en tout cas, c'est un ouvrage qu'il faut avoir. Il n'est pas gros, ça se lit très rapidement et c'est très, très, très pratique. Voilà. Merci en tout cas, Merci à Muriel, vous. d'être venue. Et puis, je crois qu'il est pratiquement à 23. Rapidement, Céline, avant la prochaine page de pub. Alors on continue rapidement avec l'information. Nous en parlions hier, Danick, de ce tweet de Memona Interman que nous avons évoqué. Oui. Eh bien, Patrick Caram, nous l'évoquions aussi, le président du CREFOM, dénonce lui aussi l'absence des Outre-mer dans les médias nationaux et dans le traitement des régionales au premier et au second tour. Nous entendons le coup de gueule de Patrick Caram, le président du CREFOM. Les propos ont été recueillis par Maurice Cessé, bien sûr, notre correspondant à Paris, que l'on embrasse d'ailleurs. Les médias de l'Hexagone n'ont pas, et c'est une faute, n'ont pas ou très peu parlé des Outre-mer. Lorsqu'après le premier tour, ils ont parlé des résultats électoraux, pendant 48 heures, 72 heures, pendant plusieurs jours, ils ont dit le FN est le premier parti de France. Et ils montraient la carte de l'Hexagone, c'est-à-dire 12 régions et parfois 13 régions avec la Corse. Et ils oubliaient tout simplement que la France compte 17 régions. Il y a aussi la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, enfin la Guadeloupe et la Réunion et deux territoires, la Martinique et la Guyane. Et lorsqu'on comptabilisait les voix sur l'ensemble de la France, eh bien on s'apercevait que le FN était le troisième parti de France et non pas le premier parti. Et ils ont récidivé après le deuxième tour, toujours pendant la soirée électorale, alors qu'on avait même les votes de la Réunion. Jamais ces votes n'ont été délivrés, jamais. Et ensuite, le lendemain, on avait cette fois-ci le vote de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et là encore, ils n'ont pas parlé de ces votes-là, comme si l'outre-mer était effacé, comme si pour eux, la France était celle réduite à l'Hexagone. Un petit bout, petit, appauvri, rabougri, un petit bout du continent européen. C'est absolument intolérable. Alors, le CREFOM a décidé de saisir le CSA et de demander au CSA d'enquêter sur cette affaire et puis d'adresser un rappel à l'ordre aux médias nationaux. Il faut leur dire que le sentiment que nos compatriotes ont d'être relégués, ce sentiment-là ne fait qu'être conforté par l'absence de toute visibilité, de toute considération que les médias nationaux leur ont témoigné pendant toute cette période électorale. C'est intolérable. Il faut qu'il y ait un rappel à l'ordre se fasse. Et puis nous verrons aussi le CSA, puisque, je le rappelle, nous travaillons de manière très étroite avec le président du CSA, M. Schramek, et puis Patrice Gélinet qui s'occupe de la commission Outre-mer, bien entendu avec aussi Memona Interman qui est membre du CSA qui est réunionnaise. Nous travaillons avec donc le CSA pour faire en sorte que cette visibilité des Outre-mer s'exprime sur l'ensemble des chaînes du PAF, mais que aussi François redevienne une chaîne d'Outre-mer. Voilà, on va prendre rapidement une page de publicité. Vous sentez, Danick, Oui, tout de suite. Ça sent une odeur bonne odeur une odeur de chocolat, je crois. De Naomi. Non, je sais pas. Naomi Martineau, notre artisan chocolatier qui est avec nous. Oui. On la retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. – 13h32 dans le ZCL, Z comme chocolat. Oui. C'est comme si. Bon, alors, soyons sérieux. On reçoit aujourd'hui la grande prêtresse du chocolat guadeloupéen et même au-delà, puisqu'elle a remporté des prix. Et j'ai en main le guide des croqueurs de chocolat et bien sûr l'édition 2015.
Et dans cette édition, on retrouve Naomi. Bonjour. Bonjour. Naomi Martineau, qui est toujours la grande maîtresse du chocolat, la transformatrice, la transformatrice, et aujourd'hui qui est devenue chocolatière. Alors, expliquez-nous un peu, Naomi, votre parcours en 2 mots. J'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai fait des classes scientifiques classiques et par la suite, en fait, j'ai rencontré un meilleur ouvrier de France qui m'a permis en tout cas de travailler sur ma passion, donc qui était le chocolat. Le chocolat, ça a été une histoire d'enfance, d'accord, parce que maman faisait beaucoup de gâteaux, de pâtisserie, des choses comme ça. Donc on a beaucoup eu cette initiation au cacao de base. Ensuite, je suis partie me former 1 an et demi avec ce meilleur ouvrier de France. Je suis revenue ici. J'ai travaillé beaucoup avec nos grands-mères pour pouvoir savoir effectivement comment travailler le cacao et le chocolat ici en Guadeloupe. Parce qu'on travaillait déjà le cacao et le chocolat. On travaillait déjà le cacao ici en Guadeloupe. Oui. On avait effectivement donc le bâton de cacao, mais le bâton de cacao, par exemple, ne se présente pas, ne se travaille pas de la même façon sur la basse terre que sur la grande terre. Au cacao doux, exactement. Ouais. Donc il a fallu faire un petit travail de recherche qui a quand même duré 3 ans pour pouvoir en fait associer les techniques de nos anciens et les techniques d'innovation en fait du chocolat que j'avais appris un peu avant. Et ça donne du Naomi. Et ça donne du chocolat Naomi Martineau. Du chocolat de Guadeloupe surtout. Alors justement, Naomi, et concernant ta marque, Naomi Martineau, est-ce que ça a été difficile de trouver un petit peu ton identité en tant qu'artisan chocolatier? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans qui font du chocolat, que ce soit ici ou plus loin. Alors toi, voilà, quelle touche t'as voulu amener? Comment tu définis un petit peu ce que tu apportes? L'identité visuelle, oui, elle a été difficile parce qu'il a fallu réussir à exprimer à travers un logo ou des images ce travail-là. Après, l'origine du projet, c'était véritablement de mettre en avant le cacao qu'on avait ici. Et on a la chance, en tout cas, d'avoir des cacaoyers ici en Guadeloupe. Donc, de travailler sur une matière qu'on possède. D'y associer, donc c'était déjà une première innovation. La deuxième innovation, c'était d'y associer les fruits, épices ou plantes qu'on avait ici, et ça se faisait pas forcément en fait en chocolaterie. Donc l'idée, c'était de mettre en avant quasiment tous les produits du terroir qui sont possibles d'associer avec le cacao, et de travailler le chocolat de façon la plus fine possible. Et justement, dans ces saveurs que tu as explorées, tu continues toujours? Qu'est-ce que tu es allé chercher d'original et que toi seul maîtrise et fait? Pour le concours donc de l'année dernière qui m'a classée parmi les 50 meilleurs chocolatiers du monde, j'avais travaillé... C'était au Salon du Chocolat? C'était au Salon du Chocolat. J'avais travaillé donc la rose de porcelaine, donc on a ici. Pour la fête des mères, cette année, on a fait une édition limitée sur le Ilan. J'aime bien chercher des choses innovantes, des produits qui ne sont pas encore travaillés avec le cacao. Toujours trouver des parfums, des saveurs qui peuvent plaire et qui peuvent surprendre. Alors, si on revient un peu à ce que vous faites, Naomi, première chose, sur la culture du cacao en Guadeloupe, ce qu'on appelle les cabosses, c'est qu'on sait quoi cueillir. Est-ce que depuis que vous travaillez le chocolat de façon professionnelle, la production a augmenté? Est-ce qu'il y a de quoi alimenter votre travail artisanal? Alors, je vais répondre de façon inverse. Oui, il y a de la production, c'est clair. Il y a de quoi alimenter mon métier, sinon je pense que j'aurais déjà arrêté. Mais on a de la cabosse ici, on a de quoi travailler. Maintenant, il n'y a pas encore de filière. Donc c'est une micro-filière que j'ai mis en place, en tout cas avec les producteurs que j'ai et avec lesquels je travaille sur le territoire. Je récupère moi-même mon cacao, mes fèves en général. Je les fermente, je fais sécher, torréfier et je transforme après. Donc c'est un gros travail d'agro-transformation qu'il y a sur le territoire. L'idée n'est pas de faire du cacao à grande échelle ou du cacao en volume. On est vraiment sur de la qualité, sur de l'excellence et sur ce que j'appelle en tout cas du cacao rare. C'est sur ça qu'on est en train de développer actuellement en termes de marketing, pour faire comprendre qu'on est sur un cacao qui est assez extraordinaire et qui est maintenant reconnu mondialement. En 2013, j'ai placé la Guadeloupe parmi les pays producteurs de cacao. On est revenu en fait sur la scène internationale en tant que pays producteur
pas pour faire du volume, on ne pourra jamais concurrencer les pays comme le Cameroun, l'Afrique, oui, etc. la C'est Côte pas d'Ivoire et possible. compagnie, d'accord. C'est pas l'idée. L'idée, c'est véritablement de se placer sur un cacao d'excellence et de pouvoir développer des produits à partir de ce cacao-là. D'accord. Et c'est pour cela que vous avez choisi, c'est une démarche marketing, j'imagine, de ne pas vendre en supermarché ni en grande surface. Exactement. Donc, on n'a qu'un seul point de vente sur la Guadeloupe, c'est la boutique qui est à Jarry. On est en train de développer des points de distribution à l'étranger, sur Paris pour l'année prochaine. Voilà, je cible et j'ai une distribution qui est très, très sélective pour pouvoir effectivement garantir ce suivi en fait, de la qualité. Quand il y a, c'est très bien, et quand il n'y a pas, ben, il n'y a pas. C'est tout. Oui, Céline. Oui, j'allais demander à Naomi, justement, à l'approche de Noël, là, un petit peu, comment ça se passait ces nuits et ces jours, j'ai envie de dire, j'ai cru comprendre. Qui se ressemblent. Et est-ce que, justement, tu avais des créations juste pour cette occasion de Noël? Alors, pour ce Noël, on a préféré mettre en avant en tout cas l'art du cadeau. Donc on a les coffrets qui sont arrivés cette année. Après l'idée c'est toujours de mettre en avant de la façon la plus pure, la plus légère les produits. Donc les écrins de chocolat sont des beaux écrins qu'on peut offrir ou s'offrir. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des écrins de chocolat. Voilà, comme celui-ci. Oui. Écrin de 16. Ensuite, on a aussi donc des ballotins de chocolat. Voilà, oui. Donc là, c'est d'excellentes idées cadeaux. Hein. Voilà, la pâte à tartiner, donc pour remplacer un produit qu'on connaîtrait. On va pas nommer. Avec trop d'huile de palme en tout cas. Je ne donnerai pas le nom, mais avec beaucoup d'huile de palme. Là, on est sur une pâte à tartiner qui est classique, une pâte à tartiner de chocolatier, où effectivement, on a à l'intérieur que des produits naturels. Donc pas d'huile de palme, pas d'ajout d'aucun produit, uniquement une pâte à tartiner classique. Voilà, donc ça ce sont des petites idées cadeaux. Après on a effectivement fait des créations particulières pour les fêtes de Noël dans les rochers et je revisite en général les traditionnels de la chocolaterie. Donc par exemple le mendiant où on a ajouté de la farine de manioc, etc. Le Guadeloupéen est bon consommateur de chocolat? Le Guadeloupéen est bon consommateur de bon chocolat. Oui. À partir du moment où il comprend et il a saisi effectivement de quoi il s'agit, le Guadeloupéen consomme du bon chocolat. Oui. Alors, on doit lui dire Vini à Naomi pour trouver bon chocolat. Alors, oui. Naomi, c'est pas tout, parce que j'ai à côté de moi deux trophées parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est ce premier trophée Espoir du chocolat 2013? Exact. Alors, j'ai été nommée parmi les 400 meilleurs jeunes chocolatiers français. Il y a du chocolat dans la coupe non, il n'y en a pas, Et donc c'est ce qui m'a valu ce prix, oui. Qui m'a placé donc parmi les. Mais à l'étranger aussi vous avez été nominé. À l'étranger aussi, donc quand on a été au Japon effectivement on a été le stand le plus visité, donc prix de l'innovation, oui. Prix agrotransformation en 2009 et 2011 en Guadeloupe, donc catégorie agrotransformation en Guadeloupe. Voilà, oui c'est celui-là. Espoir du chocolat 2013 comme on disait tout à l'heure. En 2013 et en 2014 la consécration, donc le guide. Et en 2015 vous êtes sur le plateau de. Et en 2015 je suis sur le plateau. Voilà. Et moi, c'est pas fini. J'ai une question, Naomi. Est-ce que le salon du chocolat c'est en début d'année là ou c'est déjà passé? C'est du 28 octobre, c'est déjà passé. En général c'est en fin octobre. Et donc là tu étais cette année. Je n'y étais pas cette année. Ils l'ont regretté, j'ai entendu ça sur France Inter. Ah ouais, Naomi n'est pas là. Oui. Et je l'ai su. Donc on est en train de se préparer déjà pour l'année prochaine, parce qu'il fallait structurer l'entreprise, donc on n'est pas parti. Et j'ai encore une question, en fait, j'ai plein de questions. Pas de souci. On discutera après l'émission. Merci pour le chocolat, oui. Ça fait pas grossir le chocolat. Là. Merci. Justement, ce sera une des questions sur chocolat noir, blanc, etc. Non, plus sur... donc j'imagine que tu t'es entouré aussi d'une équipe parce que tu n'as que 2 mains, encore. Et justement, ces jeunes, tu les as formés parce que pour bosser avec toi, il faut avoir la touche Naomi aussi. Il faut avoir envie, il faut aimer le chocolat. Ça c'est clair, faut aimer le chocolat. J'ai la chance d'avoir une structure familiale en fait qui est autour, donc j'ai jamais été vraiment toute seule dans le projet. Ils ont toujours été là pour me donner un coup de main. Après ça reste une entreprise très familiale. Après effectivement ça m'est arrivé de prendre des stagiaires qui avaient vraiment envie de découvrir un métier, de vouloir apprendre quelque chose, d'avoir des valeurs de cette matière première noble. Voilà, c'est des gens comme ça qui ont travaillé avec moi.
Oui. Sur le plan extérieur, international, quelle est la référence? C'est Naomi Chocolat ou Cacao Chocolat? Naomi, comment on s'appelle? Alors la marque c'est Naomi Martineau, cacao et chocolat de Guadeloupe. D'accord. L'idée c'est véritablement de placer dès le nom le cacao et chocolat de Guadeloupe, qu'on voit bien l'identité en fait de mon travail et de ce cacao-là. D'accord. Alors, Naomi, c'est la dernière question, sauf si c'est une... Non, ce sera la dernière, parce qu'après, moi, j'en aurai 1000 derrière. Alors, ce serait pas raisonnable. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Naomi, aux gens qui nous regardent en ce moment par rapport à Noël, cette période à cadeau, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? De passer leurs commandes, puisque nous fonctionnons beaucoup sur commande. Et de porter manèvre. De faire vite, porter manèvre, parce que nous ja presque le 20, d'accord? Jour à tradition Cavine, donc il faut aller vite. De passer vous serez à Jour à Tradition? On sera à Jour à Tradition. Oui. Ça fait 7 ans qu'on est à Jour à Tradition. On est là dès 7h du matin, nous en back-off depuis 4h, mais les produits présents dès 7h du matin, toute la journée jusqu'à 21h, et pour présenter les produits, pour permettre aux gens de pouvoir les acheter. C'est une superbe ambiance Jour à Tradition. On est là pour partager. On partage beaucoup de moments avec les gens à ce moment-là. Donc, de venir sur Jour à Tradition, oui, c'est important. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir vos produits. De passer commande, c'est encore mieux. Parce qu'effectivement, je travaille sur un stock qui est limité. Et c'est du vrai chocolat? Et c'est du pur chocolat. Qui ne fait pas grossir? Qui ne fait pas grossir. Hein. Le produit, c'est bien ça. entendu. Bon, Céline ne veut pas grossir, donc elle peut prendre du Naomi. Voilà. Exactement. En tout cas, merci d'être venu. Ça va être facilement. Mais merci d'avoir répondu à notre demande. Et vous, téléspectateurs Guadeloupe et Martinique, les autres qui en France aussi, Naomi est là, donc chocolat, et ben, il faut cela. Et c'est comme ça nous que développer. Ça quitte en nous. Exactement. Et nous visons ça. Voilà. Il est exactement 13h44 tout à l'heure. Martine va nous recevoir. Vous avez un dernier sujet? Oui, j'ai un dernier sujet pour faire la transition. Pour faire la transition. Et Martine se prépare. Elle est en mère Noël. Oui, elle est dans les starting blocks. J'espère qu'elle est venue avec sa haute et ses cadeaux. Bien sûr. Elle est venue avec sa haute pleine de voix. Alors, la transition est très difficile. Moi, je veux vous parler d'EDF. Éviter les coupures de courant chez les particuliers comme pour les entreprises pour améliorer la qualité du service. EDF Archipel Guadeloupe organisé ce matin un séminaire sur les nouveaux accessoires et équipements du réseau électrique. Eh bien oui, Danick. Oui. Un séminaire destiné aux entreprises prestataires intervenant sur le service. Et Yanis Péquignot avait la chance d'être sur place avec EDF ce matin. Nous organisons régulièrement des réunions comme aujourd'hui qui vont regrouper le CIMEG, les entreprises et nos propres agents, parce que notre préoccupation majeure, c'est bien la sécurité et la qualité de service qu'on donne à nos clients de la Guadeloupe. Ce séminaire reprend des thèmes sur la sécurité, très importants, le respect des normes techniques et environnementales. On en parle aujourd'hui, la COP 21, ça a duré 2 semaines. Et puis voilà, donc je pense que c'est bien pour nous et pour le partenaire et pour la Guadeloupe. Nous descendons le message d'EDF vers la base, nos agents, en faisant des réunions avec eux et en allant sur le terrain aussi, mais mise en application sur le terrain, de manière qu'ils aient conscience et qu'on arrive à faire le boulot dans les règles de l'art, comme nous demande le partenaire EDF. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, on avait 2 thèmes, c'était les accessoires souterrains, parce que vous savez, notre réseau est déjà enterré à raison de 65% de notre réseau moyenne tension 20 000 volts est souterrain, mais on a des défauts souterrains, parce que c'est lié aux accessoires, des boîtes de jonction que nous réalisons, qui sont des fois défectueuses. Donc, on porte l'accent dessus pour pouvoir fiabiliser ces boîtes souterraines. L'autre thème, c'était quelque chose qu'on va généraliser bientôt, le remplacement des supports bois qui ont tendance avec le temps, avec les intempéries, à pourrir et donc ça présente un risque pour les usagers, pour les clients et pour nous-mêmes. Donc on va les remplacer par des poteaux métalliques. Alors la réunion avait pour but de présenter aux entreprises, présenter au CIMEG les avantages de ce nouveau support. 47 de 13h, Céline. Oui. On reçoit qui? On reçoit Martine. Qui c'est Martine? Martine, c'est la mère Noël. C'est la mère Noël. Bonjour Martine. Elle a
pas perdu son chat, la mère Noël. Ah non, je vous le dis tout de suite. De retour, après une longue absence. Eh oui. Mimi, en chair et en os, et en rouge. Ce n'est que la première étape. Ce n'est que la première étape. Oui, parce qu'on va approcher de Noël, et plus on approche de Noël, plus la tenue sera... Non, je ne vous dis pas tout. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est le chapeau, et la prochaine fois, c'est un petit peu plus. Bonjour Céline, bonjour Danick, tout le monde va bien? Oui. Eh bien oui, effectivement, on approche des fêtes. Alors, on va faire une petite chronique rapide, on va parler de choses qui concernent Noël. Martine, vous clignotez, c'est normal. Comment? Eh oui, je clignote. Est-ce que c'est normal? Je clignote. Oui. Ouais, c'est un effet. Elle a mis les doigts dans la prise. Un effet Noël. Donc, un petit zap culturel qui va nous emmener aux approches de Noël. On va parler également d'un événement et puis il y aura des places de ciné à gagner. Alors, on y va, on ne traîne pas. C'est parti. Donc, Noël, on en approche, je viens de le dire, c'est le mot magique, celui qui éveille des émotions, qui nous fait penser à notre enfance, le sapin qui sent bon dans la maison, les douceurs sur la table, etc. Festif, souvenir d'enfance, je l'ai dit. Les oranges parfumées, tu te souviens, on n'avait pas grand-chose, mais c'était une orange, une belle orange que nous recevions. Quand nous étions petits, nous, à Noël, les sapins, il n'y en avait pas. Or, aujourd'hui, ça fleurit. On a des fils à eau. On a les fils à eau. Et puis, tout pied bois qu'a sa vie sapin à présent, tout partout. Hein. Enfin bref, on cultive sa différence, nous en Guadeloupe. Alors je me suis dit, on va faire un petit tour dans quelques pays et on finira la semaine prochaine par la Guadeloupe, en Angleterre, pays anglo-saxon. On continue encore. C'est l'un des seuls pays à s'envoyer des cartes de vœux, des cartes de Noël, de très très jolies cartes qui sont la plupart du temps fabriquées par les personnes avec alors donc je sais pas si les photos, photos. Bon, d'accord. Oui, alors, voilà, ça y est. Ça arrive, voilà. Les cartes de Noël sont fabriquées encore. On les envoie et puis une deuxième tradition, ce sont les fameux petits crackers, des petits gâteaux tout secs qu'on explose à table et qui contiennent des vœux. Voilà, on les craque au moment du repas et puis ça nous dit tout le bonheur qui va nous arriver. Je vais parler d'Allemagne, là, bien que ce soit l'Espagne. Alors, on va passer à l'Espagne. Eux, ils fêtent en Espagne le 24 décembre la Noche Buena. Ce sont les rois mages qui arrivent et qui apportent les cadeaux aux enfants, à la différence du Père Noël ailleurs. Et puis surtout, il y a des gourmandises telles que le turrón. Le turrón, c'était une saveur, c'est une sorte de nougat avec plein d'amandes, plein de sucre. C'est délicieux. Moi, j'en ai mangé plein quand j'allais en Espagne et surtout aux Canaries. Et puis, il y a une particularité, ce sont les personnages qu'on voit là. Alors, c'est pas les sages rois mages qu'on met dans la crèche, mais ce sont des petits personnages. Le père, la colique, qu'on l'appelle aussi, ou la caganère, et le caganère, il montre son derrière. Et ça, c'était en fait des petits personnages en terre cuite qu'on retrouve un petit peu partout et qui pourraient symboliser la prospérité et la fertilisation de la terre, l'humilité face aux rois mages qui, eux, symbolisent la naissance du Christ. Ça pourrait être une explication, mais voilà, en tout cas, chez les Espagnols, ça les fait surtout marrer et c'est pour ça qu'ils utilisent ces petits personnages. Nous allons au Japon, donc le Japon, vous savez, on célèbre Noël, mais le jour de l'an. Voilà, c'est un petit peu différent. Et à cette occasion, on fait donc un repas qui est en général très raffiné, très organisé et organisé par le chef de famille, bien évidemment. Des ingrédients qui sont choisis, donc il y a du homard, le vin de riz, bien sûr, le pain de poisson, les oranges, les châtaignes, les fleurs de chrysanthème et les fougères. Et c'est une occasion où on s'offre aussi des cadeaux, mais encore aux enfants. Et puis surtout à ceux qui croient au Père Noël, parce qu'il paraît que là-bas, on n'y croit pas très longtemps. Et le 25 décembre, c'est la fête des amoureux au Japon. Donc, et la nuit de Noël, c'est l'équivalent de notre Saint-Valentin. Donc voilà, il est bon d'avoir un rendez-vous ce soir-là, sans quoi on fait quoi ? Tapisserie. Oui, ça peut être aussi Noël tout seul. Allez, une petite dernière, celle de l'Allemagne. Et c'est de là que provient la tradition en fait de Noël. Ils ont les plus beaux marchés de Noël. Ça ramène des milliers de personnes qui viennent de partout. Et Noël est célébré le 6 décembre avec la Saint-Nicolas qui apporte le cadeau dans la luge ou dans les luges, comme vous voulez. Voilà pour ce premier petit tour. Je finirai ce tour de Noël la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Oui. Et on terminera avec la Guadeloupe, parce qu'évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Ah non, la Guadeloupe, c'est pas aujourd'hui. Bon, allez, s'il te plaît. Je vous ai prévu... c'est chouette de se voir là avec les petites lumières. Oui, c'est mignon, non? Non, mais vous allez voir la semaine prochaine. Ça va être top. T'es au top, Martine. Ah oui, ça va être top. Non, vous avez les couleurs du ZCL, Martine. Mais absolument. Oui. Alors, le blanc et le rouge et le noir. Enfin, pas tout à fait. Oui. Marron le foncé. Noir, un peu marron chocolat. Clair.
Marron chocolat, c'est Voilà. bien ça. À croquer donc. Oui, oui. Hein ben, bon, après Naomi même en enlevant le Martineau, R, Martine, chocolat. Oui. Le Big Event, je vais en parler bien que je ne suis pas sûre d'y aller. Black M ou Black Mesrine, le petit... Qui arrive cet après-midi à 15h30. Exactement, le petit Alpha ce Diallo soir, qui Non, est c'est né, vendredi, c'est mais vendredi. il qui est né à débarque. Paris en 84. C'est un rappeur et il vient de ce fameux groupe Section d'Assaut que tout le monde connaît. Maître Gims et- Voilà, il est et d'origine compagnie. guinéenne et puis il a Il n'est pas sorti... Guada, ce jeune Black M. Hein? Black M, il n'est pas Guada, non. Il n'est pas quoi? Guada. Il n'est pas Guada, il est d'origine guinéenne. Ah, d'accord. c'est D'accord. bien, je Et puis posais la il a question. vécu dans le 9-3. Dans le Ça, 9-3. c'est bien aussi, ce sont des lettres de noblesse. Voilà. Et il a été distingué au MTV Europe Awards avec son premier album. Tout le monde a connu ce fameux titre. Toi qui sais tout, ben non, tu vois, cette J'ai fois-ci. écouté, mais c'est vrai que non, j'ai pas les titres. Eh bien, tant pis pour toi, Marc tu Chalon, sauras c'est pas. ça? Hein? C'est Marc Chalon? C'est pas Marc. Ça, c'est Renaud, non? Sur ma route. Ah oui, sur ma route. Non, D'accord. bon, en fait, c'était... on a compris, Sur Marc Chalon. ma Sur ma route, route. d'accord. Sur ma route, je cherchais le titre. ouais. Un titre qui a remporté un énorme succès. Tout à fait. 93 916 293 écoutes. Il a cartonné. Vous pouvez bien évidemment encore l'écouter sur YouTube. Et là, il est en train de débuter le même carton avec un nouveau single, Le Prince Aladdin, dans lequel il a invité Kev Adams, le fameux qui joue dans cette petite série que je trouve rigolote comme tout, qui s'appelle Soda. Soda à l'envers, c'est Dassault. ado. Mais non, les ados. Ados. Oh là là. Ah, il faut tout vous apprendre où on passe en revue une famille Non, c'est une très écoute drôle, comme père, pas mère. Ah possible. oui, moi je regarde Soda. Oui, C'est- Soda, c'est- ado, Alors le Big Event, ben, peut-être que j'irai l'écouter. Je vous en parlerai la semaine prochaine, mais vraiment faut y aller. En tout Vous cas irez, pour ceux qui Martine? aiment le rap. Au stade Tu as de les Bémao. cartons, tu as les cartons d'invitation? On peut trouver ça? Bah, tu me trouves ça, s'il te plaît. Donc, au stade de Bémao, et c'est dans le cadre de Joue à Tradition. Voilà. C'est bon, hein? C'est Ouais, tout? c'est pas mal. Black du tout. M. Mais c'est suffisant, de toute façon, Ah, c'est un gros d'accord. événement. Non, Mais mais j'ai c'est pas pas- fini, tu rigoles, Ah non, Danick. non, je me posais la Et question. mon Je avis, m'étonnais, ben Martine. oui, Bon, ben, j'y ouais. vais vite, Alors, tu ça vois, regarde, continue. après on va Est-ce me qu'on a dit dire... que c'était vendredi au Stade des Amis? Vendredi, Vendredi au Stade des Amimes dans le cadre de Joue à Tradition. Super, nouveau président de la région, bien sûr. Il sera plus maire. Nouveau président de la région. Dites, vous savez que je vous avais préparé une petite sélection de choses à ne pas montrer à tout le monde. Voilà, c'est ça. Cacher cette oreille que je ne saurais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez-vous me dire, eh bien, ça c'est mon avis sur la question parce que ça fait le buzz. C'est un jeune gars qui a créé un slip spécial homme parce qu'il en avait marre de voir que les hommes, dès qu'ils se baissaient, on voyait tout le temps le début de leur... arrière-train. Oui. Donc c'est mieux, alors voilà, ces personnes Il qui a se pris mettent le nouveau accroupies. pantalon. Alors, ben oui, tu vois, on voit tout le temps ça. Et c'est vrai, dès qu'il y a un plombier, un Mais pas seulement menuisier, les hommes, hein, je un signale, maçon. hein. Pas seulement Mais les hommes, moi, hein. j'ai déjà fait les femmes avec les strings. Mais là, c'était le tour des hommes. Et c'est vrai que c'est pas très joli de voir tout Alors le temps. Voilà. Donc, il y a un jeune homme, un jeune styliste, il s'appelle Adrien Pellissier. Il vient de Rennes et il a inventé un slip. Mais ça, c'est un slip où on voit les fesses toujours. Hein. Ouais. Il a inventé un slip Voilà, avec... le voilà, le voilà. Un slip avec vraiment une bande de caoutchouc. Avec une que vous gaine, faites, c'est une charmant, sorte de- quoi. Mais c'est très beau, ils sont beaux. Là, On on peut voit mettre de pas. la Ouais. pub dessus. Hein. Hein? On peut mettre de la pub dessus. Mais peut-être, Voilà, peut-être. ouais. Mais en tout cas, c'est très gainant. C'est fait à base de pneus. Bref, Ouais. quelque chose comme Ok. ça. Et ça tient. Donc, messieurs, vous pouvez dorénavant vous baisser. Faites-vous offrir ce slip qui coûte une Ça quarantaine tient d'euros. quoi, le pantalon ou les fesses? Ben, ça tient surtout qu'on ne voit pas l'arrêt des fesses. Ah. Et c'est quoi le nom de la marque? Le nom de la marque, alors voilà, il a du style ce garçon. Son nom de marque c'est Adrien Hervé Pellissier. Il n'a pas de nom de marque, je crois pas. Mais si vous tapez son nom, La gaine Pellissier. voilà, Voilà. très drôle. La Si vous ref ici, tapez la ref son ici. nom, si vous tapez de toute façon son nom, vous allez trouver très facilement sur internet cette nouvelle ligne de sous-vêtements pour hommes, donc essentiellement des slips qui tiennent bien et on peut se baisser, on reste tout à fait Et pour les présentable. femmes, alors, j'ai posé la question. On verra ça pour la prochaine fois, les femmes. J'ai déjà. Mais tu redemandes. Mais je viendrai avec une nouvelle série féminine. Je pense que ça va te plaire. Allez, on se fait plaisir parce que nous sommes à Noël. Je vous ai préparé une petite recette de petits gâteaux. Bon, à part la dinde, ça je la prépare pas et je ne la fais pas non plus. Je le précise tout de suite. Je ne fais pas la dinde. Par contre, je vous ai emmené des petits sacs très sympas. Quand vous avez des cadeaux à mettre, ils sont beaux comme tout. Vous allez trouver ça dans les bazars. Il y a toutes les tailles, C'est c'est en chinois, tissu.
J'ai dit bazar. Bazar. Voilà, donc vous pouvez mettre un très joli cadeau dedans. D'accord. Petite bougie, et celle-ci elle est sympa, ce sont les petites bougies qu'on met sous, et elle est parfumée à l'orange. C'est pour ça que je l'ai choisie celle-ci, c'est pour toi. La bougie c'est pour toi, d'ailleurs le sac aussi. C'est génial, c'est Noël. pour les femmes aujourd'hui. Par contre, pour tout le monde, il y a des petits gâteaux alsaciens, s'il vous plaît. Ils sont quoi? Ils sont à la cannelle. D'accord. Ils sont parfumés, c'est les fameux petits gâteaux de Noël, pain d'épices, parfumés à la cannelle, ils sont délicieux, c'est pour tout le monde, vous allez pouvoir piocher dedans. Merci Martine. C'est délicieux, hein? Oui. C'est délicieux. Merci Martine. Alors, les petits biscuits de Noël que vous voyez là, c'est très facile à faire, les enfants peuvent le faire, papa, maman, pour 4 personnes, vous pouvez ensuite les décorer comme vous voulez. Il faut un œuf, 115 g de beurre, il faut une cuillerée à café de gingembre, un peu de cannelle, du sel, du poivre, 250 g de farine et 200 g de sucre. C'est hyper facile, vous les décorez après avec des Smarties et tas de petites choses. Je vous promets, la recette complète est sur le Facebook et il est sur ZCL, bien évidemment, oui, bien sûr, à si partir vous avez de raté demain. le début, Voilà, vous allez trouver la recette facile à faire. Et là, j'avais un petit coup de gueule à poser. Vous savez que nous sommes aujourd'hui, c'est la sortie internationale, voire mondiale, de Star Wars. Oui. Ça sort partout. 7e épisode. Oui. Et moi, je pose un tout petit coup de gueule. Je fais le relais d'un journal qui s'appelle Le Monde, qui a dit qu'il n'était pas content. Voilà, avec les journalistes qui râlaient. Pourquoi? Eh bien, parce que Disney et Lucasfilm ont décidé de rendre extrêmement compliqué et complexe la projection du film. En tout cas, le film était très attendu. Il est secrètement gardé. Tout le monde le sait. Il sort ce mercredi. Et de nombreux journalistes ont commencé à en parler, mais personne ne l'avait vu. Donc, une séance de presse a été organisée par Disney et Lucas. Oui. Mais malheureusement, et je cite les journalistes de Le Monde, les journalistes sont en effet contraints de signer un formulaire par lequel ils s'engagent à ne pas révéler d'éléments clés de l'intrigue du film afin de laisser intact le plaisir des futurs spectateurs. Il est aussi précisé que toute révélation de leur part, aux journalistes, de ce film à des personnes n'ayant pas assisté à la projection pourrait être donc constituer un préjudice pour lequel il pourrait être poursuivis. Alors donc ils ont pris le secret défense, quoi. Exactement. Donc les journalistes de Le Monde ont pris leur droit de retrait et ils ont décidé qu'ils n'allaient pas publier, voilà, de ne pas publier de critiques sur le film. Donc pas avant en tout cas sa sortie comme ça se fait habituellement et qu'ils attendront la sortie. Ils sont quand ici Eh bien non, ici ça sera la semaine prochaine je crois, mais il sort nationalement aujourd'hui. Là ça y est, les premiers spectateurs y ont participé et je voulais vous faire un petit clin d'œil parce que un autre journal, la RTBF, avait contourné ce problème de restriction en faisant paraître un article assez drôle sur le film. Donc si on le voit là, eh bien l'article était simplement rédigé avec les 2 mots qui n'étaient pas interdits par les détenteurs des droits. On verra peut-être cette page. En fait, ils ont rédigé un article avec 2 mots seulement, Star Wars. Donc titre, sous-titre, chapeau, corps de Star Wars et signé Star Wars. C'était assez drôle, donc je ne sais pas si on le verra tout à l'heure. Marketing Star Wars, d'accord. Voilà. Oui, en même temps, moi je suis d'accord avec les journalistes du Monde, ce n'est que du cinéma, quoi. Il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est vraiment donc, la surenchère. C'est une surenchère. Du cinéma. Alors les premiers qui ont vu le film, il semblerait que ce soit vraiment le meilleur des 6 premiers de toute la série. Voilà. 2-3 chantés Noël et puis pour finir j'avais envie d'avoir une photo qui est la photo des bœufs tyrans. Je suis allée assister à la dernière voilà et c'était très sympa. J'ai fait une photo aussi avec les gagnants. Voilà, les bœufs tyrans, c'était à Port-Lan au moule. Ils n'avaient pas mis leur slip gainant. Très drôle, je la retiens celle-ci. Et j'ai fait la photo avec les gagnants, donc c'était très sympa. Il faut savoir qu'à Port-Lan-le-Doubs, c'était la dernière course de la saison et c'est le championnat dans la catégorie A. Et bien avec 2037 kilos embarqués, c'est 14 énorme. heures, Martine. Hein? 14 heures. Ça y est, j'ai fini. C'est Thierry Fressina de Soleil Levant avec 41 points qui ont gagné. Voilà. On aura de la bonne viande dans nos assiettes. Martine, la veille de Noël, la veille du réveillon. La veille du réveillon. Avec le jambon de Noël? Je viens avec autre chose. D'accord. Merci en tout cas à vous d'être avec nous. On vous a mis en appétit. Chocolat, Martine, comment ça s'appelle? Les petits biscuits de Noël, pain d'épices. Ne se consomme pas. Martine ne se consomme pas. Non, je dis non. Petits biscuits, pain d'épices de Noël spécial. Ou avec modération. Spécial Noël. Merci Martine en tout cas d'être revenue animer vos mercredis de culture vue par vous-même. Et c'est toujours intéressant. On se retrouve demain? Demain, Daniel. C'est jeudi, c'est le dernier jour. Vendredi, nous sommes en direct. Bastère. À Bastère. Ben oui. Pour l'intronisation. Le président sera sur son trône. Tu crois que je peux venir avec mon bonnet de Noël? Oui, il y a des chances. Peut-être vous ferez refouler à l'entrée, mais bon.
Il suffit de s'inscrire. Voilà, c'est fini. Merci à la réalisation. On a trouvé non pas Yann, mais Zébris. Dans Zébris, il y a Z comme ZCL. C'est pas fait exprès, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, à demain, à la même heure, sous Canal 10, et en chocolat et en Martine. Ok, je t'envoie tout le conducteur.